aussi ça. Hein, et c'est très bien. Donc il y aura aussi des témoignages des deux familles. Si les deux familles, les familles Modibo Keïta et la famille aussi de Sékou Touré, des témoignages. Et puis il y aura aussi des témoignages sur le jeune docteur Abakari Touré. Voilà. Et puis après, on donnera la parole à la maison d'édition qui nous dira un mot, certainement. Sinon, le livre, il est vraiment bien écrit. Il est vraiment bien écrit. Il est beaucoup de rigueur. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le recul. Voilà, l'auteur a pris beaucoup de recul par rapport aux faits qu'il raconte, même par rapport à l'histoire. On voit vraiment que lui-même, souvent, il n'est pas embarqué. Il prend du recul, il relate. Et ça, nous, journalistes, c'est assez important. Parce qu'on dit que les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Donc, c'est vraiment à son mérite. Et je lui souhaite bonne chance en tant que jeune écrivain, jeune universitaire à Bakari Touré. Donc, tout de suite, on donne la parole au témoignage, place au témoignage Modibo Keïta, la famille. Et puis, il y a dans cette salle-là, je vois la fille de Modibo Keïta qui est dans la salle et qui prendra la parole au nom de la famille pour nous dire qui était Modibo et quelles relations et quels souvenirs. Qui ce soit, et aussi avoir sa propre monnaie. Avoir sa propre monnaie qui revient à dire avoir sa propre politique économique et financière. Et aussi étudier et travailler dans sa propre langue, etc. Et tant qu'un pays n'a pas sa propre politique étrangère, sa propre politique de défense, sa propre politique monétaire, économique et financière, et donc ce pays-là, je trouve que ce pays n'est pas souverain. Et parce que quand on a la capacité de se défendre sur le plan sécuritaire, on a la capacité donc de défendre ses ressources naturelles, de protéger ses ressources naturelles et de défendre ses intérêts économiques sur la scène internationale, dans le système international qui constitue en réalité une jungle. Et donc les autorités du Mali et les deux pays donc frères du Burkina Faso et du Niger ont eu donc la brillante idée donc de se mettre ensemble et donc pour atteindre l'objectif des panafricanistes. Et c'est pourquoi sur les réseaux sociaux nous voyons que les panafricanistes supportent beaucoup cette initiative. Et le président Modibo Keïta et le président Sékou Touré avaient les mêmes objectifs, mais malheureusement, vu l'environnement international et aussi l'environnement social et l'environnement interne des pays, n'ont pas pu atteindre ces objectifs-là. Et surtout sur le plan politique, le président Modibo Keïta a choisi d'être non aligné et n'a pas voulu, bien que communiste ou socialiste, n'a pas voulu choisir totalement un communiste, a voulu être non aligné. Et moi, personnellement, je trouve que le fait d'être non aligné a constitué un obstacle à l'atteinte de cet objectif-là d'émancipation, de souveraineté totale, parce que pour moi, je trouve que ça a donné l'opportunité donc à la métropole de saboter son travail et qui était très bien parti. Alors, donc le fait que ces trois pays se mettent ensemble dans une alliance, une confédération, peut-être dans le futur une fédération, et cette alliance, cette fédération constituera donc une puissance sous-régionale dans le futur. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, non seulement pour les dirigeants, les autorités des trois pays, mais aussi pour la population. La population et les intellectuels, nous devons serrer la ceinture et donc pour résister, et parce qu'on ne va pas nous laisser atteindre ces objectifs-là, parce que l'atteinte de ces objectifs veut dire
moyennes dans le système international perdront leur place dans les concerts des nations puissantes. Merci. Alors, je félicite, avant de donner le micro au modérateur, je félicite le docteur Aboubakary Touré, et c'est un ouvrage scientifique, mais c'est un ouvrage d'actualité aussi, c'est un ouvrage politique, et ça peut donc permettre non seulement à la jeunesse, mais aussi à la postérité à comprendre les actions politiques, économiques, les embryons des politiques économiques posées par ces deux personnalités-là pour l'émancipation de l'Afrique. Merci et bon courage et bon vent pour le reste. Et j'espère que ce ne sera pas les premiers et les derniers. Merci. Merci beaucoup, professeur Bakary Camara, brillant universitaire. Le professeur Bakary Camara, c'était le directeur de thèse du docteur Aboubakary Touré. Et par définition, un directeur de mémoire, c'est comme un avocat, un directeur de thèse. Il peut toujours défendre aussi mais le livre du docteur Aboubakary Touré, j'ai lu le livre, c'est un livre bien écrit où pratiquement même pas de coquilles, et c'est un livre à la croisée des disciplines. Et tantôt, qui m'ont enseigné depuis une belle durée et qui ont accompagné cette œuvre scientifique. Comme il l'a si bien dit, professeur Bakary, on discutait souvent de la politique, après que j'ai soutenu un master. Alors on discutait de la vie politique malienne, de la vie politique au niveau de la sous-région. Apparemment, il était aussi plus politique que moi, mais il pensait que c'est moi qui suis plus politique. Donc à chaque fois quand on se rencontrait, c'était des discussions sur vraiment la situation difficile dans le pays. Alors un jour, il m'a dit qu'il souhaiterait... Alors un jour, on a échangé, alors il a souhaité à ce que il me demande pourquoi tu ne veux pas poursuivre tes études pour faire une thèse de doctorat. Bon, moi en réalité, je ne me voyais pas à ce niveau, quoi. Mais comme on le dit, ton enseignant, ton professeur te connaît toujours mieux que toi-même. Certainement, il a compris qu'on a encore quelque chose à donner. Alors nous nous sommes lancés dans cette aventure-là pour une thèse de doctorat. Et on a dit maintenant quel thème faudrait-il choisir. Alors on a échangé et effectivement on est tombé d'accord sur l'idéologie politique de Modibo Keïta et Sékou Touré. Alors en choisissant un tel thème, ça a un impact lourd tout de suite. Parce que quand même c'est une période que personnellement je n'ai pas vécue et qui va demander beaucoup de recherche, n'est-ce pas? C'est vrai que pour Sékou, il y a beaucoup plus de documentation, de livres, n'est-ce pas, sur l'homme, puisque Sékou même était un écrivain lui-même, et beaucoup d'autres ont écrit aussi sur lui. Mais contrairement à Modibo, qui est, je dirais, pas très bien connu, même sur ce plan national que le plan international, parce que les deux n'ont pas eu forcément la même destinée politique. Vous savez, Sékou, il a rappelé, c'est le champion du Nord, au général de Gaulle en 1958, lors du référendum du 28 septembre. Donc Modibo est un partisan de la communauté franco-africaine. Donc Sékou tout de suite a embrasé, n'est-ce pas, une vive émotion auprès des Africains. Cela a suscité beaucoup d'engouement autour de lui, que ce soit sur le plan national, régional et même sur le plan international. Donc c'était extrêmement difficile, mais c'était un défi qu'il fallait relever, puisque nous avons tous accepté de nous engager dans cette aventure-là. Nous avons pris, quand vous regardez la temporalité, on a parlé de 1945 à 1984, parce que 1945 coïncide avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le début de la guerre froide, et qui a entraîné nos États africains, n'est-ce pas, dans cette situation-là.
et 1984 qui est l'année quand même du décès du président Ahmed Sékou Touré. Donc on a essayé de prendre en termes de temporalité ces deux périodes-là et essayer vraiment d'analyser et d'apporter notre contribution à la façon de voir. Alors, il a dit c'est un livre scientifique, nous avons soutenu une thèse de doctorat. C'est à la suite de la soutenance que les membres du jury, parce que mon jury était composé à 80% d'étrangers. Il y avait des Sénégalais, des grands professeurs émérites de l'université Gaston Berger du Sénégal, et des professeurs ivoiriens également. Donc c'est à la suite de la soutenance que, effectivement, les professeurs ont souhaité, ont demandé si toutefois on peut continuer à travailler pour mettre à la disposition du grand public les fruits, en tout cas de nos recherches. Ce n'était pas facile. Je me suis inscrit en thèse en 2016-2017 et j'ai soutenu en 2022. Donc pratiquement ça m'a pris 5 ans de recherche. Et après ma soutenance également, il n'y avait pas de répit. Il faut continuer parce qu'en thèse, on ne peut pas répondre à toutes les interrogations qui se présentaient à nous. Donc il fallait continuer le travail et peut-être pas achever, mais essayer quand même de combler un certain nombre de lacunes et de difficultés, alors pour pouvoir sortir sur cet ouvrage. Et je pense que depuis 2022 à maintenant, nous y travaillons. Nous y travaillons pour la sortie de ce premier tome, le tome 1, que voici. Donc nous avons travaillé sur plusieurs thématiques, n'est-ce pas? C'est un livre scientifique, mais c'est un livre thématique aussi. Il a parlé du panafricanisme, donc nous avons essayé d'évoquer l'historique même du panafricanisme, comment les Modibo et les Sékou eux-mêmes se disent panafricanistes, comment ils sont devenus panafricanistes. Donc essayer de tirer l'historique même du panafricanisme et pour venir jusqu'à parler de l'avènement du panafricanisme en Afrique et effectivement et comment eux-mêmes ont épousé cette idéologie-là. Alors, en parlant du panafricanisme, nous allons parler également de l'avènement, n'est-ce pas, de la fédération, de l'éphémère fédération du Mali. Nous sommes à la veille quand même de l'indépendance de notre pays le 20 septembre. Et cela est le résultat direct, n'est-ce pas, de l'éclatement de la fédération qui unissait le Mali et le Sénégal. Donc il est important qu'on puisse parler de cette partie de l'histoire. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait rappeler les périodes, n'est-ce pas, de la décolonisation pour comprendre et cerner réellement le fondement idéologique, pour cerner. Tout peu, hein. Ali Diallo, le professeur, de prendre la parole, mais on me signale, il y a aussi l'ambassadeur Yacouba Danyoko, qui est aussi un spécialiste de cette question-là. On me signale dans la salle la fille adoptive de Modibo Keïta, qui a pas de témoin que de maître. Parce que le témoin, il est dans le vécu, le maître souvent peut raconter sa vie. Okay? Donc, on va appeler ici Maïmouna Diakité pour le témoin, fille adoptive du président Modibo Keïta, pour un témoignage sur l'homme. On me signale aussi que certains Kouyaté, dont le père a côtoyé aussi, Ahmed Sékou Touré, est dans la salle. Donc on va donner la parole à la fille adoptive. Hein. On remercie Bakary Touré pour ce cadre-là. Donc Maïmouna Diakité, vous avez la parole. Hein. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Maïmouna Diakité et j'ai eu la chance de vivre avec ces deux grands hommes-là, Modibo Keïta et Sékou Touré. Je me suis retrouvée chez Sékou Touré après le coup d'État. Donc faire un livre sur ces deux par quelqu'un qui n'a peut-être pas connu ces deux grands hommes, vraiment, je suis là pour juste féliciter l'auteur du livre. La famille vraiment était très contente de lire un peu la préface de votre livre, M. Touré. Je vous remercie au nom de toute la famille Keïta. Et ces deux hommes, comme ma soeur a dit, ils avaient les mêmes idéologies.
Par exemple, Modibo, quand tu venais chez Modibo, en commençant votre phrase avec on a dit ou il paraît, il te demande de venir avec un on, ou bien venir avec on. Que quand on est sûr de ce qu'on dit, on vient avec la personne ou on lui dit le nom de la personne. Donc il n'écoute jamais les on dit ou bien il paraît. Bon, Sékou aussi avait ce côté-là. Alors quand on vient chez lui, parce que lui, apparemment, il n'avait pas peur, comme les gens disaient là, son palais n'était pas aussi gardé comme les autres grands palais. Hein. Tout le monde venait, tu rentrais et puis on attendait son tour. Il recevait tout le monde, il mangeait avec tout le monde. Donc quand on venait et puis on lui dit, bon, j'ai appris, tu as appris, celui qui vous a informé, vous êtes sûr de ces informations. On a dit beaucoup de choses sur ce président Sékou Touré. Il a tué des gens, il a emprisonné des gens. Mais que faire quand on vient avec des messages, avec des enregistrements, dire je reconnais avoir fait ça, je reconnais vous avoir trahi. C'est difficilement qu'on ne peut pas ne pas croire à ces gens. Surtout que c'était des gens à qui il faisait confiance. Donc on lui a attribué beaucoup de choses, moi j'ai vécu avec lui, qui n'étaient pas vraiment vraies. Donc je m'arrête là et puis je demande encore à M. Touré qu'il peut compter sur la famille pour des renseignements. En tout cas, il a fait déjà beaucoup de recherches que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Comme ma soeur a dit, elle est née un mois après le coup d'État. Nous, on a eu la chance de connaître son père plus qu'elle. Je vous remercie. Touré. Abakari Touré. Voilà. Je vais essayer un petit peu de dire quelques mots. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Je suis né le 19 décembre 1964, un mois après. Donc, c'est par rapport à ses parents, ses femmes, et puis ses collaborateurs. Donc, à travers eux, j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Donc, je sais quand même que c'était un homme fort et qui aimait beaucoup son pays et qui a beaucoup fait aussi pour son pays. Et par rapport au président Ahmed Sékou Touré, je sais qu'il a beaucoup collaboré avec lui. Parce que ces deux hommes-là, ils avaient les mêmes idéologies pour l'Afrique. Donc, il a beaucoup travaillé avec le président Ahmed Sékou Touré. C'est à peu près ce que je peux dire sur la fin. Je sais, à cette cérémonie. Merci.
quelques mots sur l'auteur du livre. Mais à la barre, aujourd'hui face à lui, et hier à la barre face à moi, c'était à Djibouti au groupe scolaire. Je l'ai lu comme élève. Je ne suis pas surpris de la thématique qu'il a bien voulu débattre dans ce livre. Et quand il m'a envoyé l'invitation, je lui ai rappelé cette belle leçon du mouvement indépendantiste africain. Je l'ai cité Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Habib Bourguiba, Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Gamal Abdel Nasser, etc., etc. Bien sûr, j'ai dit etc. Donc il se rappelle bien. Et il était dans un groupe d'exposés face à moi ce jour-là pour exposer cette thématique du mouvement indépendantiste africain. Donc, si aujourd'hui il fait un livre, un ouvrage sur cette même thématique, j'en suis fier et très honoré. Il fut un de mes élèves à Djelibougou. Je ne regrette pas d'avoir comme élève un 9e année au groupe scolaire de Djelibougou où j'enseignais. Maintenant, ma question, puisque on n'a fait que des témoignages sur Modibo Keïta, sur Sékou Touré, mais le livre proprement dit, nous ne l'avons pas lu. À quel moment situez-vous l'échec de Modibo Keïta dans sa vision de socialiste marxiste par rapport au contexte libéral malien? Voilà ma question. Merci beaucoup. Compagnon de l'indépendance de la Guinée. Mon père, il s'appelait Thibou Kouyaté, fidèle compagnon du président Ahmed Sékou Touré. Ils ont partagé la même année de naissance, c'est-à-dire le président Ahmed Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 et mon père est né le 11 avril 1922, il s'appelait Thibou Kouyaté. Alors, il fut l'un des compagnons, fidèles compagnons du président Ahmed Sékou Touré, avant et après les indépendances de la Guinée. Mon père était le secrétaire général du PDG RDA de la fédération de Dinguiraye, précisément à Matagania, à 60 km de Dinguiraye. Alors pour les témoignages, vraiment, je suis très content et je vais mettre à votre disposition quand même le peu de témoignages que j'ai vécu avec mon père, mon formateur, le président Ahmed Sékou Touré. Nous sommes les jeunes pionniers de la révolution. Vous savez, tout débutant, un 25 octobre 1958, c'est là que le président Ahmed Sékou Touré a déclaré au palais territorial de Conakry. Et ce jour-là, qui était le président de l'Assemblée, c'était que El Hadj Saïfoulaye Diallo. C'est lui qui a hébergé les autres ce jour, c'est-à-dire le général Charles de Gaulle et sa délégation, et plus, n'est-ce pas, les vrais patriotes guinéens. J'ai beaucoup de respect pour l'autre alliance guinéenne. C'est vrai, même s'ils n'ont pas partagé les mêmes idéaux, mais ils n'ont pas conjugué, n'est-ce pas, les mêmes verbes, mais ils ont partagé les mêmes idéaux. Pourquoi? La défense, l'unité africaine. Je vais parler ici de Barry Diawando, à qui je dois beaucoup de respect. Alors, vous savez, après le 25 octobre, le président Ahmed Sékou Touré, après cette déclaration, le général de Gaulle a oublié sa casquette à la maison du peuple. Et le président Ahmed Sékou Touré a ramené la cassette, allé le trouver à Dakar, où il a tenu un meeting. Il a même tapé la table parce que le général Charles n'était pas content du nom de la Guinée, parce qu'il a déclaré ceci.
Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Alors voilà, c'est pourquoi le référendum a été voté le 28 septembre 1958. Et le non a remporté sur le oui. Je vous dirais que c'est la voix de Diallo Sekoula qui a fait gagner le non. Et le président Ahmed Sékou Touré accéda au pouvoir. Moi, mon père, j'ai hérité de cette médaille et de la croix du compagnon de l'indépendance. Je l'ai en tant que quatrième fils, mais fidèle compagnon de mon père. Pour les témoignages, en 1975, j'ai accompagné mon père parce qu'il avait des problèmes de vision. Nous sommes partis à Conakry, logés, hébergés par le président Ahmed Sékou Touré. Il avait beaucoup de reconnaissance envers ses compagnons de lutte. Le surlendemain, c'était lundi, nous sommes partis. Mon père, Tibou Kouyaté, et là, Djelimori Kouyaté, qui était instrumentiste dans l'ensemble instrumental national de la Guinée, et mon père et moi. Nous sommes allés à la résidence. Dans la salle d'attente, il y avait une longue liste. Mais quand le président Ahmed Sékou Touré a vu le nom de mon père, il a dit faites rentrer Tibou Kouyaté de Dinguiraye. Il est rentré et Dieu seul sait ce qu'il a fait pour mon père pour l'opération de ses yeux à l'hôpital Ignace Dine par le docteur Silla. Mesdames et messieurs, j'ai eu la chance de serrer la main au père de l'indépendance à 3 reprises. La première fois, c'était en 1973, quand j'étais le Benjamin de la troupe artistique de Dinguiraye. Et je faisais le solo de chant dans l'ensemble instrumental en tant que cartiste et griot. Et la deuxième fois, c'était en 1975, quand j'ai accompagné mon père à Conakry. Et la troisième fois, c'était en 1979, excusez-moi, je suis artiste musicien, mais c'était au Palais du Peuple à Conakry. 75, vous avez quel âge, non? En 73, j'avais 15 ans. Donc en 75, j'avais 17 ans. Voyez-vous, donc j'étais membre de l'ensemble instrumental de Dinguiraye. Dans la troupe, il y avait 2 handicapés. L'une s'appelait Nénégalé Sissoko, qui n'est d'autre que la tante de Mamadou Lakras Sissoko, le mari de Sayon Kamara, l'artiste connu de tous. Et cette dame, elle était tout pour Dinguiraye. Les compositions, les chants, tout, même pour l'orchestre, c'est elle qui composait pour nous. Alors voilà, ce jour-là, les 2 handicapés, ma tante Nénégalé Sissoko étant handicapée, elle ne pouvait pas marcher sans les béquilles. Mais elle jouait bien aux instruments, surtout au balafon. Elle a joué au balafon sur la scène du Palais du Peuple. Moi, je faisais le solo de chant dans l'ensemble instrumental. Et il y avait Mama Bari, un aveugle peul qui chantait bien. Quand il te chante, vous avez la chair de poule. Alors, quand le président a vu ça, il est monté. Moi, j'ai pris peur ce jour-là parce que c'est les gardes-corps qui sont venus d'abord nous entourer sur la scène. Et lui, il est monté. Il a serré d'abord la main de l'aveugle. La cantatrice, la choriste qui était à côté, elle a dit en peul, Maman, il est salminé. Maman, on te salue. Il dit qui? Que Sékou Touré. Il a eu peur. Donc, Sékou Touré est venu l'embrasser. Il est parti embrasser ma tante qui jouait au balafon. Alors, ce jour-là, il y avait des applaudissements. J'ai eu la chance de le serrer pour la 3e fois. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Je ne peux que remercier l'auteur et vous remercier tous de votre patience. Merci beaucoup. Et de tire chapeau. Merci beaucoup. Et nous voilà en plein débat. Et c'est historique, c'est parce que souvenez-vous bien, en 1959, quand Modibo voulait aller à la création de la fédération, même s'il était riche par la suite, tous ces leaders de ces pays-là étaient là. Les délégués de ces pays étaient là d'abord pour parler du projet de la fédération. Il y avait Bakary Djibou, n'est-ce pas, du Burkina, la Haute-Volta, et le Dahomey, ils avaient tous leurs représentants du projet fédéral que Modibo avait fait à ses camarades. Donc ça veut dire que
la fédération, le fédéralisme, n'est-ce pas, le panafricanisme, sont des choses qui sont dans le veine du peuple ouest-africain. Donc nous fonctionnons avec ça, nous marchons avec ça. Et 50 ans après encore, je pense que ce qui se passe à ce moment-là, c'est juste extraordinaire. Donc, il y a cette dynamique-là qui est enclenchée dans les sous-régions par les autorités actuelles. Donc, le peuple, n'est-ce pas, de ces pays-là, il a été bon.